Salam alaikum, Azul, bonsoir. Les toutes récentes et très fracassantes déclarations de l'Arbi Nouri, PDG de l'ANEP, Al-Watan et Al-Khabar, ont secoué la torpeur estivale et covidienne de la chronique algérienne. Un grand coup de pied dans la charogne de la presse et de la vermine qui y grouille. Serait-ce là l'annonce d'un gros déballage qui frappe à la porte avant même la rentrée sociale? En tous les cas, ce constat accablant sur l'ANEP, qui n'était en fait un secret pour presque personne, a ceci de très intéressant néanmoins qu'il est fait depuis l'intérieur de la citadelle, par le propre PDG de l'ANEP. Une entreprise sulfureuse, s'il en est, l'un des plus importants mécanismes du régime pour gérer le mensonge institutionnel, financer ses relais médiatiques et arroser les clientèles et les nervis journalistiques du même régime, dont ils font la promotion dans le même temps qu'ils en assurent la propagande. Mais voyons d'abord ce qu'est que l'ANEP. L'ANEP, l'Agence nationale d'édition et de publicité, est un organisme public créé en 1967, à un moment où la presse privée n'existait pas. Elle n'existait pas encore. Sa principale activité à l'ANEP était de diffuser la publicité des services publics dans les médias publics, comme les appels d'offres, les enquêtes commodo-incommodo, les annonces légales et autres publications du genre. En somme, une agence très banale, très grise, sans aucun poids sociopolitique dans le microcosme. Un rouage d'une mécanique bureaucratique sans plus. Après les pseudo-ouvertures politiques et économiques de l'après-octobre 88, l'ANEP deviendra un incontournable outil de manipulation et de contrôle de la presse privée qui venait de naître et qui avait été, rappelons-le, créée de toutes pièces par le régime lui-même pour donner l'illusion d'une presse indépendante. La plus libre du monde arabe, nous disait-on à ce moment-là. Le régime avait opté pour une stratégie très sommaire, très manichéenne, celle de la carotte et du bâton. D'un côté, le bâton de l'imprimature, de la censure, de la fermeture et de toutes sortes de moyens de pression. Et de l'autre, le bâton de l'imprimature, de l'imprimerie à crédit, de dettes jamais réclamées, sauf aux réticents, aux récalcitrants, ou pour donner l'exemple, et surtout une très généreuse publicité qu'on offrait aux plus zélés et qu'on n'offrait pas du tout aux plus réticents, aux plus récalcitrants. Puisque l'ANEP avait été dotée d'une exorbitante prérogative, celle du monopole de la publicité. Tout le monde se rappelle cette époque honteuse pour le nom même de la presse, quand les titres liges du régime avaient plus de pages de publicité que d'informations. Ces titres, les amas plus prestigieux du pays, dont la liberté de ton laissait croire à une véritable liberté de la presse, avaient en moyenne 12 pages de publicité sur 24. Avec la bulle de prospérité des années Bouteflika, la logique allait enfler à un point où personne de sérieux ne peut imaginer toute la portée. La presse mercenaire, disons-le, qui n'avait plus de frein à la désinformation, à la basse propagande, et qui avait été étoffée par l'arrivée sur le marché de très nombreux titres et de plus de 40 chaînes de télé
de droit étranger, mais qui officient à l'intérieur du pays. Tous ces titres et toutes ces télés, qui allaient devenir le territoire de prédilection de nombreux maquignons de la politique, des amas vedettes du sport, des fils de généraux, des fils de ministres, des businessmen en tout genre, allaient se ruer sur l'aubaine. C'était à qui allait avoir son canard ou sa chaîne de télé, juste pour rafler la mise, et même, pour ce qui concerne les titres de la presse écrite, rafler la mise sans même diffuser le journal, sans le vendre, sans le faire lire par ses lecteurs, ses supposés lecteurs. Oui, un phénomène nouveau qui était apparu, des journaux qui paraissaient en très petit tirage et que personne n'avait jamais lu, jamais vu, puisqu'ils allaient de l'imprimerie au pilon, où ils étaient écrasés. Ils n'étaient édités que pour pouvoir avoir des espaces de publicité. Ce fut la curée. Des milliers de milliards allaient être ainsi jetés dans les poches des requins qui nageaient en eau trouble. Les journaux les plus ailés, ceux qui allaient tout le temps dans le sens du poil et qui étaient très généreusement arrosés en subsides publicitaires, allaient verser dans une pratique qui n'avait rien de journalistique. Entre se faire les aboyeurs des plus forts ou les instruments de règlement de compte entre clans. Dans le même temps, qu'il faisait croire que à ceux qui s'intéressent de loin à l'Algérie, à une liberté de la presse qui n'avait rien à envier, Zama, aux plus grands journaux des plus grandes démocraties occidentales. Et là, hier, paf, voici que le PDG de l'ANEP décide de lancer ce gros pavé dans la mare, en nous apprenant ce que nous savions déjà en fait, mais avec des chiffres précis et des accusations ciblées. Nous apprenons ainsi, entre autres révélations, que l'ex-entraîneur de l'équipe nationale, Rabah Majar, que le fils du défunt chef d'état-major Gaïd Saleh, une quarantaine d'autres barons et clients du régime avaient des journaux sous prête-nom, des journaux marrons, autant de vaches à lait publicitaires, alors que la Zama-loi ne le permet pas. Mais personne n'est dupe. Ce déballage n'est ni fortuit, ni décidé par le seul PDG de l'ANEP. Quelque chose se trame derrière. Et très vraisemblablement, l'annonce que le régime va trancher dans le vif. Il n'a plus le choix, il n'a plus les moyens de ses stratégies, il ne peut plus gaver autant de bouches voraces et il va donc se délester de nombreux parmi ces maquignons de la presse pour pouvoir réserver le peu qui reste à arroser les quelques-uns dont il ne peut pas se passer pour faire sa propagande. En attendant, il se confirme tous les jours que la débâcle est pour très bientôt. Le régime se fissure de toutes parts et ce n'est certainement pas à une quelconque moralisation de la vie publique que nous sommes en train d'assister, loin s'en faut.
Algérie, déballage sur l'argent de la pub. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Pour en parler, j'aurai le plaisir d'avoir avec nous Brahim Younsi, ancien cadre du MDA de 82 à 88, qui sera avec nous depuis Paris. Smaïn Lalmas, économiste, analyste politique, qui sera avec nous depuis Alger. Omar Ait Mokhtar, coordinateur du mouvement citoyen en France, qui sera avec nous depuis Alger. Karim Kabir, journaliste, qui sera avec nous depuis Alger. Et nous allons commencer par Brahim Younsi. Brahim Younsi, merci d'avoir accepté notre invitation. De m'inviter. Merci. Alors, Brahim Younsi, vous êtes en Skype avec nous normalement, je crois. Oui, je suis en principe en Skype. Oui. J'attends de vous voir. D'habitude, je vous vois là à côté de moi. Voilà. J'attends de vous voir. Mon Skype est allumé. il va revenir. En attendant, Brahim Younsi, donc vous pouvez commencer à vous exprimer. Voilà, très bien, je vous vois. Alors, Brahim Younsi... je n'ai pas la chance de vous voir. Ah, malheureusement. La prochaine fois, munissez-vous de votre laptop que vous mettrez en face de vous. Vous pouvez voir l'émission en direct en même temps. C'est très facile. Brahim Younsi. Oui. Alors, vous avez pris connaissance de cette fameuse déclaration du PDG de la NEP aux deux journaux qui sont Al Watan et Al Khabar. Je vous laisse nous dire votre sentiment sur cette très curieuse déclaration. Oui, très curieuse déclaration, comme vous dites, parce qu'elle révèle des tiraillements à l'intérieur du système. Je me souviens de ce mot de Thomas Jefferson, qui dit la sécurité de tous dépend d'une presse libre. Or, la presse algérienne n'a jamais été libre. Donc, l'insécurité que nous avons vécue tient aussi à la presse parce que la presse est tenue. Si la presse n'était pas tenue, nous serions dans une situation sécuritaire certainement meilleure. Et effectivement, ce que le PDG de la NEP, le nouveau PDG de la NEP, révèle, est plus qu'ahurissant. Il est déstabilisant. La presse algérienne, ou ce qu'on appelle la presse algérienne, s'avère, alors que c'est elle qui devait défendre les principes démocratiques et la transparence politique, c'est elle qui est plongée, ou que l'on a plongé dans la corruption la plus crasse. Parce que c'est elle qui, en principe, devait s'attaquer à la corruption qui a rongé et qui ronge encore notre pays. Brahim Younsi, écoutez, je vais vous lire le commentaire d'un Facebooker qui a écrit sur la question. Il m'a paru très intéressant. Je vais vous le lire tout simplement. Au final, et en faisant le compte de l'argent distribué, des 4300 milliards de centimes, 4300 milliards de centimes de créances récentes et près de 5000 milliards de créances qui sont tombées sous le coup de la prescription, qui sont perdues, on trouvera que la NEP a géré durant les 2 dernières décades plus de 15 000 milliards de centimes, sans parler du fonds de fonctionnement. 15 000 milliards de centimes quasiment perdus en fumée, partis en fumée. C'est ce que dit d'ailleurs le président, le nouveau PDG de la NEP. Il parle de 15 000 milliards. Et effectivement, tout cela est parti dans les poches des gouvernants, à travers leurs enfants, à travers leurs amis, à travers leurs petits amis. L'argent... Oui, mais ils partent aussi, Brahim Younsi, ils partent aussi dans les caisses des journaux mercenaires. Je vais vous lire quelques chiffres de journaux sans commenter
quel est le journal mercenaire et quel est le journal qui est entre deux eaux. Quelques-uns, juste quelques-uns. Et curieusement, ce ne sont pas tous les journaux dont on nous a livré les noms, hein, mais écoutez à peu près. Hein. Entre 2012 et 2015, là je crois que c'est le Khabar, il me semble, hein, 115 milliards de centimes. Entre 2016 et 2019, 235 milliards de centimes. Le journal Bilad, 40 milliards de centimes. Le Bel Air, 30 milliards. La Dépêche Kabylie, 23 milliards de centimes. Reporter, 54 milliards. El Hayat, 12 milliards. La Tribune des lecteurs, 28 milliards entre 2016 et 2019 et 31 milliards entre 2012 et le Jour d'Algérie, 46 milliards. La Tribune, 56 milliards. La Nouvelle République, 43 milliards. Chourouk, 140 milliards entre 2012 et 2015 et plus de 39 milliards entre 2016 et 2019. Al-Khabar, plutôt le premier, ce n'était donc pas Al-Khabar. Al-Khabar, près de 35 milliards de centimes juste entre 2016 et 2019 et 173 milliards depuis. C'est incroyable. Et là, ce n'est qu'une partie des journaux, hein, il n'y a pas toute la liste. Tout à fait. Et le nouveau PDG de la NEP nous apprend, il ne nous apprend rien en vérité, que tout cela se gérait par téléphone. Et le nouveau ministre de la Communication a parlé de hordes diaboliques. Et il a dit cela en avril dernier. Or, depuis 4-5 mois, ce ministre n'a entrepris aucune action pour récupérer l'argent détourné, l'argent volé. La NEP est devenue une rente perpétuelle. Et la rente perpétuelle continue. Les rentes continuent. Ce nouveau PDG dénonce une situation, mais l'effusion d'argent se poursuit. Mais pourquoi a-t-il fait cette déclaration, en plus de ce que vous nous avez suggéré, peut-être qu'une histoire de clan, mais est-ce aussi de ne pas préparer l'après-rente, parce que maintenant il ne reste plus d'argent, ils ne pourront plus arroser autant de gens, est-ce qu'il n'est pas en train de préparer le délestage de la plupart de ces 166 titres qui ne servent à rien, dont plusieurs titres ne paraissent même pas? Est-ce que vous le saviez, Brahim Younsi, que certains titres sont juste tirés, puis passés au pilon, qui ne sont même pas livrés au kiosque? Personne ne les voit, personne ne les connaît, c'est juste pour ramasser de l'argent de la pub. Et alors, est-ce que ce PDG est en train de préparer le délestage de la plupart des titres qui ne paraîtront plus? C'est sûr que certains de ces faux journaux, de ces titres, de simples titres, qui ne sont pas dans le marché et qui n'étaient pas dans le marché, bien sûr que certains titres vont disparaître. Est-ce que les propriétaires de ces titres, dont vous avez cité quelques noms, quelques appartenances, vont-ils rembourser ou payer pénalement? Parce que c'est du vol qui a été fait. C'est un vol de l'argent public qui a été fait. Et c'est là où la situation me paraît, sur le plan politique, un affrontement entre vraisemblablement les deux clans qui existent, et notamment dans le secteur de la communication. Parce que le nouveau ministre de la Communication est dans le métier depuis une quarantaine d'années. Il connaît tous les arcanes de la presse, de leur financement, notamment depuis les 20-25 dernières années. Il connaît tout le système de la presse et de leur financement, parce qu'il a appartenu à la presse unique, et il a aussi appartenu à cette presse budgétivore, si j'ose dire. Cette presse qui reçoit de l'argent, et de l'argent immérité. Parce que, comme vous l'avez dit, ce sont des titres, et comme disait Jefferson, je préfère des journaux sans gouvernement à des gouvernements sans journaux. Or, le gouvernement algérien
c'est donner des journaux, et cela vous l'avez dit tout à l'heure, depuis ce qu'on a appelé chez nous une ouverture, ou la fausse ouverture politique, parce qu'elle a duré un laps de temps. On a fermé la porte en 1992. Et restez avec nous, Brahim Younsi, je reviens à vous. Omar Haït Mokhtar, coordinateur du mouvement citoyen en France, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Merci. Alors, Omar Haït Mokhtar, nous vous avons invité, nous vous remercions donc d'avoir accepté cette invitation. Vous ne cachez pas, vous n'avez jamais caché que vous défendez ce régime. Et là, vous voyez un peu ce régime que vous avez toujours défendu, c'est celui qui nous est révélé aujourd'hui. Ça veut dire parce qu'à ce moment-là, vous défendiez aussi le régime de Bouteflika qui était dans les phrases que nous sommes connus aujourd'hui par, entre autres personnes qui vont déballer, par l'actuel PDG de l'ANEP. Omar Haït Mokhtar. Monsieur Benchenouf, je vous reconnais une chose, c'est votre manière excellente de faire des introductions. Merci. Une illustration parfaite, et au final, vous faites juste une illustration et point. Donc, c'est très facile de dire que j'ai soutenu le pouvoir. Moi, je soutiens la République. Quand il y a une République, il y a un président, il y a un gouvernement. Je ne m'oppose pas à un gouvernement, je m'oppose à une politique. Je l'ai toujours dit devant vous, dans les studios. Donc, si vous me collez que j'ai soutenu Bouteflika, est-ce que cette presse dite libre d'abord, devant vous plusieurs fois, je vous ai dit qu'il n'y a pas de presse libre. Est-ce que c'est Bouteflika qui a mis en œuvre cette presse que vous appelez libre? Pas du tout. Elle a existé bien avant. Benchiko, par exemple, ce n'est pas Bouteflika qui l'a créé. Et Bouteflika, disons parce que justement, il les a emmenés en France. Il a été pris même dans le sac. Bien sûr qu'il avait toujours soutenu le pouvoir, là, le pouvoir. Donc, parce qu'il avait soutenu, il avait fonctionné avec les sacs poubelles du colonel Fawzi. Bien évidemment, il n'aurait pas mis en prison. Je suis d'accord avec vous. Concernant aujourd'hui la déclaration du président de l'ANEP, Narbi Ouanouri, il est dans son rôle, il est en train de faire exactement ce que vous dites. S'il ne le fait pas, on sait que l'ANEP a servi d'argent de poche à des journaux fictifs, à tout ce que vous voulez. Tout le monde le sait, en fait, la vérité, tout le monde la connaît. Hein. Aujourd'hui, s'il fait ça, moi, ce que j'attends de Narbi Ouanouri, c'est demain, qu'est-ce qu'il va faire? Comment va-t-il distribuer cette pub, justement, utile aujourd'hui? On crée un journal. Pourquoi cette pub utile? Pourquoi dites-vous qu'elle est utile? À qui elle est utile? Non, un journal ne peut pas fonctionner sans publicité. C'est la règle. Oui, mais normalement, Omar Haït Mokhtar, je vais vous laisser vous exprimer, c'est juste pour avoir des précisions. Omar Haït Mokhtar, la pub, normalement, on n'a pas à la centraliser entre les mains de l'ANEP. On laisse les annonceurs choisir. Moi, je fabrique du dentifrice, j'ai envie de faire de la pub chez El Watan. Pourquoi? Parce que El Watan fait de très bons articles, qu'il a beaucoup de lecteurs, que ce n'est pas un chiffre erroné, mais je ne veux pas la faire chez l'autre, dont je sais qu'il brosse dans le sens du poil. Mais pourquoi prendre mon argent et le donner à l'autre journal qui brosse et ne pas le donner à un argent? Enfin, j'ai donné l'exemple de El Watan aussi a rejoint le râtelier, tout le monde le sait, hein, mais soit dit en passant. Mais, non. Donc utile à condition qu'on laisse les annonceurs donner la publicité à qui ils veulent. C'est-à-dire, vous allez faire votre publicité dans un journal crédible, comme si le Watan était un journal crédible, vous l'est aujourd'hui. Il a été créé au même moment par les deux créés de Mouloud Hamrouch. Leurs journalistes habitent encore dans le complexe touristique de Sidi Farsi. Je vous rajoute encore un peu. Et elle a fonctionné comme tous les journaux avec les sacs poubelles du colonel Fawzi.
Voilà, c'est comme tous les journalistes d'ailleurs que vous connaissez, que j'ai rencontrés chez vous, les Boarda et compagnie. Ils ont tous fonctionné. Je vous laisse la responsabilité de ce que vous dites. C'est une vérité. Ouais. Par contre, Allez-y, allez-y. bien sûr. Non, mais donc là, vous voulez que les choses fonctionnent démocratiquement. On laisse les annonceurs choisir un journal crédible. Je ne pense pas qu'il y ait un journal crédible en Algérie, sauf si je n'en connais pas. Donc, ça serait pire, parce que cette corruption généralisée, il ne faut pas parler des corrupteurs, il faut parler des corrompus aussi. Oui, mais Omar est Mokhtar. Je vais vous poser, je vous sais assez honnête, assez franc pour parler directement. Donc je vais vous poser une question directe, je vous demanderai de nous répondre directement. Comment voulez-vous que la presse puisse être libre lorsque, quand c'est le cas, on la ferme et quand ce n'est pas le cas, on enrichit ses propriétaires? Comment voulez-vous qu'un magistrat soit intègre, puisque quand il est intègre, on le mute dans un endroit où il ne veut pas aller, et quand il n'est pas intègre, on en fait un milliardaire? Donc, vous êtes en train de nous parler des conséquences et de la fin du parcours de la logique, alors que vous refusez absolument de nous dire que s'il y a un corrompu, c'est d'abord parce qu'il y a un corrupteur. S'il y a des journaux marrants, c'est parce qu'il y a des gens qui empêchent la liberté de la presse, etc. C'est aussi clair que ça. C'est-à-dire, il y a un naufrage collectif. Tout le monde est dedans. Donc, qu'il s'agisse bien de la corruption, d'une presse corrompue, il y a un annonceur corrompu. Donc, l'affaire est généralisée. Il n'y a pas, d'ailleurs, si je vous dis qu'il y a 5 journalistes en France et en Angleterre, il y a un média, vous, donc le Magharibiya ou Aurès, vous savez que tous les Algériens regardent que ça, c'est comme si la vérité vient d'ailleurs. On ne croit pas aux journaux, aux journalistes d'ici. Vous le savez, ça évidemment. Oui, on le sait parce que nous nous efforçons de dire les choses comme elles sont. C'est tout. Parce qu'en Algérie, je profite de ce plateau, M. Benchenou, oui. En Algérie, il y a des mouhallilines politiques, des experts en politique, alors qu'il n'y a pas de politique. Il y a des experts en économie, dont M. Lalmas, que je salue. J'aime bien quand il fait des expertises économiques. On le présente comme expert en économie. Mais il n'y a pas d'économie en Algérie. Donc je ne vois pas quel expert. Donc d'après vous, à suivre votre logique, il devrait y avoir des médecins rien que là où il y a de la maladie. On ne peut pas avoir de la médecine préventive, on ne peut pas avoir de la médecine analytique, prévisionnelle, qui puisse prévoir Mais un économiste justement, son rôle est d'analyser la situation et de dire ça, c'est pas de l'économie, c'est de la prédation. Ça, ce n'est pas normal. C'est ce que dit M. Lalmas. Il a le mérite de dénoncer. Contrairement à d'autres économistes qui ont malheureusement le tort de ne pas dénoncer. Comme Farhat El-Tali qui a toujours dénoncé aussi. Donc là, on voit qu'il est en train de nous faire tout un cahier de charge pour fabriquer une voiture en Algérie. Donc l'industrie automobile qui est un leurre, évidemment. Voilà, moi je le dénonce. Je dénonce cette machiavélique affaire. On ne peut pas fabriquer une voiture en Algérie. D'ailleurs, nulle part ailleurs, il y a des constructeurs qui ont de l'avance. On doit l'acheter comme elle est et point à la ligne. Voilà. Omar El Mokhtar, avant de vous libérer, Omar El Mokhtar, une question. Vous pensez que ce monsieur Tebboune, qui n'a pas été élu, qui a été imposé par la force et par la ruse et par le mensonge aux Algériens, vous pensez qu'il est capable de construire cette Algérie nouvelle qu'il nous promet? Écoutez, Tebboune, d'abord, moi j'ai voté pour lui, moi j'ai voté, toi tu n'as pas voté, c'est ton problème, je respecte d'ailleurs. Donc aujourd'hui, il y a un président de la République, moi je crois en sa sincérité, une Algérie nouvelle d'ailleurs. Aujourd'hui, ce que fait la radio Anouri, c'est ça l'Algérie nouvelle.
Vous voyez un directeur de l'ANEP qui vote dans la liste d'argent disparu, d'argent dilapidé. Évidemment, moi j'attends ce qu'il va faire demain. Ça ne sert à rien de dénoncer, et à la place où il est, je vais voir comment il va justement distribuer cette publicité à la presse en général sans distinction. C'est ce qui m'intéresse. Donc, Tebboune, j'ai une nouvelle, c'est celle-là. Il faut l'aider. Maintenant, l'Ouanouré, il est à la net. Ce que vous dites est vrai. C'est une vérité que tout le monde connaît. Moi, ce qui m'intéresse, c'est demain, qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Je vais le surveiller. Pour l'instant, je ne le critiquerai jamais. Au contraire, il a dit à la place où il est, vérité qu'on connaît. C'est formidable. Pourquoi le dénoncer? Non. Il faut dénoncer. Très bien, parfait. Merci, ouais. Merci Omar Ait Mokhtar. Merci, j'espère que vous reviendrez comme ça de temps en temps pour nous donner votre avis jusqu'au jour où vous allez nous apprendre peut-être des choses nouvelles. Peut-être nous direz-vous un jour que finalement M. Tebboune n'était pas celui que vous croyez. Mais malèche, ce n'est pas grave. On vous attend au tournant, M. Omar Ait Mokhtar. Brahim Younsi. Alors, Brahim Younsi. Oui, je vous entends. Alors, ces journaux qui appartiennent, il y en a au moins 40. Ça veut dire que dans les 166, il y en a au moins 40 qui appartiennent à des gens sous prête-nom. On nous a donné 2 noms pour le moment, celui de Rabih Majer, des journaux qui ne paraissent pas, que personne ne connaît. Il paraît qu'il en a 2. Et Wild Gate Saleh, paraît qu'il en a 2 aussi, des journaux, alors que le monsieur est riche, milliardaire, il est très riche, y compris en devises, il est très riche à l'étranger, et qui ont comme ça des journaux qui ne paraissent même pas. C'est quoi ce système? C'est incroyable. À la limite, je comprendrais qu'on puisse favoriser quelqu'un, lui donner la prééminence sur d'autres, lui donner des contrats. Mais à ce point, des journaux qui ne fonctionnent pas, on donne à Ali Haddad des chantiers pour lesquels on le paye qui n'a jamais réalisé, on donne à quelqu'un d'autre des dizaines de milliers d'hectares qui n'exploitent pas et on lui donne un crédit pour les avoir soi-disant exploités. Mais c'est quoi cette Algérie nouvelle, cette Algérie qui nous ont concoctée? L'Algérie nouvelle est à l'image de M. Omar Ait Mokhtar, qui n'ont pas de conviction politique. Dire que l'Algérie n'a pas d'économie, n'a pas de politique, n'a pas, et soutenir ceux qui la gouvernent est une contradiction extraordinaire. Soutenir l'absence d'activité dans ce pays et soutenir ceux qui ont toujours agi par la prédation et par la destruction. La presse dont nous parlons, quel est d'abord son rôle? Son rôle est d'informer, en principe, d'éduquer et de distraire. Quel a été jusqu'à maintenant le rôle de la presse algérienne, et singulièrement depuis le coup d'État de 1992? C'est de mentir, de diffamer, de mystifier, de juger et de condamner, et bien entendu d'être au service des puissants. Le rôle de la presse algérienne, c'est encore cela. Ce n'est pas d'informer, parce qu'elle n'a jamais informé, n'a jamais éduqué, au contraire, alors que c'est un de ses rôles aussi principaux. Et distraire, n'en parlons pas. Nous avons vu ce que les télévisions offshore ont pu faire comme dégâts en prétendant distraire. C'est une presse qui est une presse qui n'a ni sens, ni corps, ni esprit. C'est une presse sans corps et sans esprit. Et je m'étonne que l'interlocuteur précédent, en l'occurrence Omar Ait Mokhtar, qui a accompagné tous les régimes à titre, je ne sais pas à quel titre d'ailleurs, je ne sais pas à quel titre, parce qu'on l'entend,
Il a même condamné des gens, moi en particulier. C'est-à-dire qu'il a fait de l'après-vente. Il le fait pour défendre la République, alors que est-ce qu'il y a une République en Algérie? Oui, en effet. Est-ce qu'il y a une République? C'est bien S'il n'y répondu, a en pas effet. d'économie, il n'y a pas de politique, est-ce qu'il y a seulement une République? Sait-il ce que veut dire République? Et c'est vrai, hein, lui qui dit les gens font de de l'économie, café, dans un pays où il n'y a pas d'économie, lui il défend une république là où il n'y a pas de république. C'est il n'y a vrai, pas de tout République. simplement. Et puis, aberration des aberrations. On parle de publicité institutionnelle. Nous n'avons pas parlé seulement des journaux, des journalistes, de la corruption de ceux qui reçoivent la manne publicitaire, la rente publicitaire, comme dit d'ailleurs le ministre de la Communication. Ce n'est pas non besoin. Nous condamnons le pouvoir illégitime, les pouvoirs illégitimes successifs qui distribuent l'argent des Algériens ou l'argent procuré par la vente des hydrocarbures et de la production des travailleurs Et algériens. restez avec nous, Brahim Younsi. Nous allons accueillir Smaïl Almas, mais avant, nous allons réécouter M. Tebboune dans ses œuvres. قلنا الديمقراطية أنا التزمت وقلتها مرارا وتكرارا أن ما ندعم حرية التعبير، لأن بلا حرية التعبير ما تقدرش تمشي بعيد. ولكن قلت نحارب بشراسة الكذب والتجريح والسب والشتم باش توصل نتايا باش دير حاجة فكاهية تخلق لي مشاكل دبلوماسية. رفع المستوى شوية، رفع المستوى، هذه غير مقبولة هذه. أما الآخرين اللي قالوا تقليص حرية التعبير، صحفي يخرج يستنطق لأن قال كلام قوي على الدولة الجزائرية، مش على الرئيس ولا يستنطق، يخرج يمشي للسفارة يعطيه عرض حال، استنطقني فلان واستنطقني فلان. ايش راك ماكش بعيد على الخبرجي. شاهد صحفي، من حقنا احنا ندافع على السيادة نتاعنا، هذه مهمتي وسندوها للجزائريين ومقتنع بها وقلتها، ما نتخلاش بالشبر على إعلان نوفمبر وعلى رسالة الشهداء. Smaïl Almas, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Bonjour Smaïl Almas. Bek, Selmek, marhaba bek. Alors, Smaïl Almas, au sujet de cette déclaration du PDG de l'ANEP à Al-Watani Al-Khabar, qu'est-ce que cela vous a inspiré de réaction? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wallah, je ne suis pas étonné, je ne suis pas surpris. C'est un sujet que j'ai évoqué plusieurs fois, même sur les plateaux télé quand j'étais autorisé à le faire, enfin quand j'étais autorisé à passer sur les plateaux. Moi, ça m'est arrivé. Je ne parle pas pour parler à rédaction un sujet qu'on ne connaît pas, mais j'en ai parlé parce que j'ai subi. J'avais donné une interview sur un journal il y a 4 ans de cela. Et j'ai été normalement, comme tout le monde, chercher à acheter le journal pour essayer de récupérer l'interview. J'ai fait le tour d'Alger, il n'y avait pas. C'est un des buralistes. J'ai appelé le responsable du journal, c'est une dame d'ailleurs, elle me dit oui, mais venez dans un exemplaire. Et quand j'étais approché des responsables, elle dit qu'effectivement, on n'arrive pas à distribuer, etc. Et c'est faux. Et qu'est-ce qu'ils font? C'est des gens qui sont proches des cercles du pouvoir, qui bénéficient de l'argent par le pouvoir. Ils créent des titres de journaux. Ils impriment 200 ou 300 exemplaires, ils les envoient au niveau des administrations et des ministères et au niveau de l'aéroport d'Alger et ils récupèrent la main publicitaire. Tout ça, c'est pour la publicité et ils se sont sucrés. Moi, j'ai vu j'ai fait un petit calcul sur une dizaine de journaux. D'ailleurs, j'ai mentionné ça sur ma page Facebook. Une dizaine de journaux. Entre 2012 et 2019, ça nous a coûté à peu près 1000 milliards de centimes de manne publicitaire. C'est incroyable.
pour des journaux qui n'existent pas sur les États libéralistes, on ne les trouve pas. On ne les trouve pas. Donc, c'est bien beau de dénoncer tout cela. Mais là, le DG à la NEP, il a dénoncé tout cela. Je ne sais pas pour quel est l'objectif derrière Justement, Smaïl Almas, justement, comme vous l'avez dit au début, vous le saviez déjà, les Algériens savent déjà ce qui se passe. Alors, pourquoi le PDG de la NEP fait-il cette déclaration maintenant? Quel est le but caché de cette... je présume qu'il ne l'a pas fait, M. Rasso. On a dû lui dire de le faire. Il ne peut pas décider tout seul de faire de telles révélations. C'est clair. Et pourquoi, d'après vous, quel est le but recherché? Bon, premièrement, j'aimerais bien poser la question au DG actuel à la NEP. Est-ce que depuis qu'il est à la tête de la NEP, il a donné, il a distribué aussi la manne publicitaire? Est-ce que les titres qu'il a cités ont bénéficié ou pas de la manne publicitaire? On aimerait bien savoir cela. S'il est si courageux que cela, il y a maintenant les chiffres KO depuis qu'il est à la tête de la NEP. Il nous dit est-ce qu'il a donné, il a distribué les titres qui sont au centre de ce scandale. Est-ce qu'il leur a attribué de la manne publicitaire ou pas? Deuxièmement, je pense qu'il n'y a rien qui se fait avec. C'est vrai que pour eux, ils parlent de la nouvelle Algérie, etc. Mais bon, tout le monde a compris qu'il n'y a rien de nouveau fait de l'Algérie italienne. Mais ce qu'il y a, c'est que je pense que ce sont des signaux en direction de certains journaux, peut-être qui ne veulent pas rester domestiqués ou qui n'acceptent pas d'être domestiqués. C'est une alerte. À l'attention, voilà, nous avons des chiffres, mais les chiffres, on va les divulguer, on les a divulgués. S'il y a des chiffres qui ne vont pas entrer dans les rangs, qui ne veulent pas jouer le jeu à le nouveau pouvoir Ada, eh bien, ils vont assumer les conséquences. Mais est-ce qu'il y a des titres qui ne sont pas... Smaïl Almas, est-ce qu'il y a des titres qui ne sont pas rentrés dans le rang? Moi, je ne connais pas. Moi, je connaissais un peu Louatan qui avait pris... Et là, il vient d'avoir de la publicité de nouveau, depuis la déclaration de son directeur. Oui. Vous savez, c'est Jamal. Vous savez comment ça se passe? En début de mandat, c'est tout le monde qui rentre dans les rangs. C'est le début de mandat. Parce qu'il y a une certaine cohésion entre les différents cercles du pouvoir, entre la présidence et l'armée, etc. Mais après un certain temps, il y a un clan qui veut s'imposer. Et pour s'imposer, il faudrait qu'il domestique les titres des journaux, notamment les médias, tous les médias qui sont sur la place. Alors, je suppose qu'il y a un travail d'anticipation qui se fait à travers le travail, à l'attention. C'est à titre que c'est plutôt de l'anticipation, mais sinon il n'y a pas d'explication, parce que ce qui a été fait les 20 dernières années, on parle de 15 000 milliards de centimes distribués de la publicité, on va retrouver le même schéma avec le PDG, avec le ministre de la Communication. C'est le même schéma qui va être repris. Et on va y avoir de la main publicitaire qui sera distribuée certains types de journaux, même parmi les journaux, ceux qui font l'objet de ce scandale. Pourquoi? Pour la simple raison que le système est basé sur fonctionne, se nourrit de cet argent et de la propagande de ces médias. J'en ai parlé la dernière fois. On a le système ADA, il repose sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est le militaro-politique. Le deuxième pilier, c'est l'argent. C'est l'argent, c'est les entreprises, les chefs d'entreprise. Et le troisième pilier, c'est la propagande à travers les médias. Donc là, ils sont en train de mettre au pas tous les chefs enfin les organes de presse qui sont peut-être militants ou là, et ils sont en train de consolider leur position concernant le pilier ou l'accès à les médias pour le futur. Est-ce que ça ne va pas être... Est-ce que ça ne va pas être l'occasion d'un délestage, puisque le régime n'a plus l'argent aujourd'hui, n'a plus les moyens d'avant? Est-ce que ça ne va pas être l'occasion de se délester d'un grand nombre de journaux qui ne lui servent plus, qui ne servent à rien, qui n'arrosent pour rien? Est-ce qu'on ne va pas assister à la fermeture de dizaines, voire peut-être pratiquement d'une centaine ou plus de journaux qui ne servent à rien pour ce régime?
C'est très possible. Pas que je suis loin de cette approche. Moi, je pense au contraire que, d'ailleurs, si vous avez remarqué les interventions d'Afrique Bonne, à chaque fois, il revient sur le nombre impressionnant de journaux qu'il y a sur la place Al-Nafla, Oui. dans le milieu de la presse. Donc, je pense qu'il ne va pas y aller vers la réduction, bien au contraire. Et je prévois de nouveaux numéros, de nouveaux titres, de nouveaux magazines pour essayer de... Mais ils n'ont plus les moyens. 160 journaux, s'ils leur donnent qu'une demi-page... Madame, s'ils leur donnent qu'une demi-page par journal, ça fait 80 pages de publicité. Mais ils n'ont plus d'argent. Mais il y a toujours son attraque. Il y a toujours son attraque. N'ayez pas peur. C'est-à-dire, l'argent pour eux, il y en aura toujours. Alors, Smaïl Lamari. L'argent même. Oui, pardon, je vais profiter de votre présence parmi nous pour parler d'un sujet, même s'il ne figure pas dans la thématique d'aujourd'hui, au sujet des liquidités. Si vous pouvez nous éclairer un peu. C'est quoi cette histoire de pénurie de liquidités dont personne ne nous dit rien de clair pour le moment? C'est quoi? À quoi cela est-il dû? Je vais revenir sur ça et je vais rajouter un point sur ce que le PDG Talanet a fait. S'il a dénoncé les chiffres, c'est bon. Le scandale, mais il faudrait qu'il y ait une suite. Maintenant, normalement, le fisc doit suivre. Le fisc, les institutions, tu as le ministère des Finances, tu as la fiscalité, doivent faire une enquête approfondie sur la maladie publicitaire. Oui, qu'est-ce qu'ils ont fait avec? Est-ce qu'ils ont fait des titres remplis de vraies déclarations ou pas? Donc, il y a un suivi normalement qui devrait être fait pour montrer les bonnes intentions de ce PDG ou du ministère de la Communication. Oui. C'est pour le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est les liquidités. J'avais commencé à parler de ça la dernière fois, je n'avais pas terminé, mais il faut comprendre une chose. L'argent, normalement, a un cycle. Il y a un circuit là où il passe, par là où il passe. C'est-à-dire, j'avais donné l'exemple de l'Afra. Les gens, quand ils vont retirer leur argent, les employés ou là, les cadres, là, ils vont retirer leur argent, le circuit formel. Les banques, les postes, etc., ce sont des circuits formels, des circuits officiels. Il va où cet argent? Il va aller acheter le mouton, par exemple, ou là, ils vont le dépenser ailleurs. Du moment que vous avez une économie informelle qui domine notre économie. Avec l'argent, quand vous allez acheter le mouton, il va où de l'argent? Il va le moual avec les moutons. Et je ne pense pas qu'il va mettre son argent dans le circuit formel au niveau des banques. Donc il va le garder à son niveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une masse d'argent qui sort du formel pour aller à l'informel. Il ne retourne pas que le circuit formel. Normalement, quand vous retirez votre argent, vous allez le dépenser. Vous allez le dépenser au niveau pour acheter des moutons, je ne sais pas quoi. Et si les vendeurs, les consommateurs, les commerçants travaillent dans le circuit formel, l'argent qu'ils vont recevoir, une partie va y aller vers la fiscalité, l'autre partie sera mis au niveau du compte commercial. Et le salaire du commerçant ou les bénéfices des commerçants seront mis dans des caisses d'épargne, logiquement. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc vous avez beau mettre de l'argent sur la place financière, ça ne va pas suffire. Parce qu'il ne revient pas à l'argent quand il sort de la banque ou de la poste, il ne revient pas sur le circuit officiel. Ce qui fait que vous avez beau mettre de l'argent, il va y avoir des pénuries de liquidité. Maintenant, pour ce qui concerne la pénurie qui a touché à de la période à l'Aïd et tout, c'est normal. Il y a une désorganisation au niveau de la poste, une désorganisation au niveau poste, ce qui fait que au lieu de programmer les virements, t'as les salaires, t'as les employés, normalement ils le font au même moment. La fin du mois ou là, ils font le virement en bloc. Ce qui fait que si vous me virez Lyon, c'est tout le monde à la même date, c'est tout le monde qui va y aller retirer son argent le même moment. Et du coup, vous avez une pénurie d'argent parce qu'il y a des retraits de sommes importantes en même temps et en un laps de temps très court. Et deuxièmement, bien sûr, il y a le manque de confiance qui s'est installé depuis notamment la gestion de la Covid, etc.
Et on nous disait avant, le mois d'avril, on va régler le problème sanitaire, on va régler le problème le gel de l'économie. Et on a un mois d'août, on n'a rien vu venir. Ce qui fait que la confiance, déjà qu'elle n'était pas au plus haut niveau, la confiance a baissé complètement, a complètement déserté les citoyens, ce qui fait que celui qui a un peu d'argent au niveau de la banque, au niveau de la poste, il va la retirer. Et ça va nous mener... C'est simple, c'est clair. Je me demande pourquoi on demande une enquête. Ils auraient dû vous demander une explication, Smaïl Almas. Ils auraient dû vous demander, au lieu de diligenter une enquête, vous expliquer très bien un phénomène très clair de l'argent qui sort d'un circuit formel, mais qui va être retenu à une rétention naturelle, j'allais dire, puisque l'argent va dans un circuit informel, et donc il ne revient pas, il ne circule pas, il ne tourne pas, il ne revient pas à son point de départ, et donc ça explique cette déperdition dans le circuit. J'avais donné l'exemple d'une jarre trouée, vous avez beau mettre de l'eau, et il y aura toujours des fuites puisqu'elle est trouée. Donc vous mettez de l'eau, vous avez beau mettre de l'eau, il y a toujours des fuites. Donc c'est le même cas pour la liquidité chez nous. Smaïl Almas, merci infiniment, en espérant vous revoir plus souvent dans cette émission. Barakallahu fik, au plaisir de vous revoir. J'ai le plaisir de recevoir Karim Kabir qui vient de nous rejoindre, journaliste à Alger. Karim Kabir, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Jamal, bonsoir aux téléspectateurs de la chaîne OS. Bonsoir, alors vous êtes avec Brahim Younsi, donc vous allez pouvoir échanger ensemble jusqu'à la fin de l'émission. Karim Kabir, cette révélation, ou plutôt ces déclarations faites au journal El Watan et Al-Khabar par le PDG de l'ANEP, dont tout le monde savait un peu la teneur, tout le monde le sait. Il ne faut pas sortir de Saint-Cyr, tout le monde savait comment ça se passait, sauf la précision dans les chiffres et le ciblage de certaines personnalités qui ont des journaux sous prête-nom, etc. Mais sinon, pourquoi, d'après vous, a-t-il fait de telles déclarations? Qu'est-ce que cela signifie en réalité? Écoutez, Jamal, comme vous l'avez si bien dit, personnellement, c'est pas de grandes révélations, sachant que la plupart savaient comment fonctionnait l'ANEP. Depuis quand même un moment, c'est pratiquement une entreprise qui était destinée à transférer de l'argent public vers le privé. C'est tout. C'était une forme d'une entreprise, une gigantesque entreprise de détournement de l'argent, parce qu'ils profitaient beaucoup plus à des journaux qui avaient quand même leur entrée, leur réseau avec les cercles du pouvoir. Maintenant, les chiffres qu'ils donnent, moi je pense que c'est beaucoup plus lié à la personnalité de Arbi Wannouri. C'est quelqu'un quand même qui, quoi qu'on en dise, c'est quelqu'un qui a l'intention un peu de remettre de l'ordre. Mais moi, je demande à voir parce que... Vous pensez, Karim Kabir, que de telles déclarations venant de l'intérieur du régime peuvent être faites sans qu'il ait eu de feu vert de plus haut, de beaucoup plus haut? C'est pas évident de répondre, Jamal, à cette question. Moi, je vous parle du personnage. Oui. Connaissant un peu l'Arbi Wannouri, c'est quelqu'un qui a quand même l'intention de faire le ménage, d'essayer un peu de rétablir de l'ordre, d'essayer d'assainir un peu l'entreprise. Mais je vous dis, encore une fois, je le dis avec beaucoup de précaution, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Parce que nous savons que le régime fonctionne avec ce bras médiatique. Et ce bras médiatique, c'est lui-même, c'est le régime qui les alimente. Moi, je vois, par exemple, il a évoqué certains journaux ou certains responsables, en tout cas, qui ont bénéficié de la manne, mais qui demeurent toujours, qui sont dans les bonnes grâces du pouvoir. Et parmi eux, il y a certains qui ont été justement, certains responsables des journaux qu'il a cités, qui ont été reçus récemment lors de la rencontre de Tebboune avec la presse. Je le cite nommément, c'est le directeur de la tribune du lecteur, le journal qui appartient à Afif, le député du FLN. Oui. Il a été invité, donc
Et puis, vous avez... On nous parle de Kawan aussi, qui était ministre et qui aurait des intérêts dans quelque chose. On nous parle du fils de Gaïd Salah. On nous parle de Majer, qui n'a pas le droit d'avoir un journal normalement et qui donc l'aurait eu sous prête-nom ou quelque chose dans le genre. Et 40, il paraît que 40 personnalités seraient impliquées pour avoir des prête-noms dans des journaux qui leur ont été attribués en propre, en fait. Oui, c'est un véritable marécage. Il y a beaucoup de journaux qui bénéficient de publicité alors qu'on ne les retrouve même pas sur les étals. Il y a lui-même le révèle. Il dit qu'il y a des journaux qui ont cessé de paraître, mais qui continuent à recevoir de la publicité parce que les contrats qu'ils ont signés, donc ils étaient toujours en vigueur. Pardon, Karim, celle-là, on ne peut pas la rater. Ça. Il y a des journaux qui ont cessé de paraître et qui continuent de recevoir des enveloppes publicitaires. Absolument, qui continuent à recevoir de la publicité parce que les contrats qu'ils avaient signés, ils sont toujours en vigueur. Mais alors pourquoi ils se contentent de nous en parler? Ce sont des affaires criminelles, ou du moins délictuelles. Ce sont des affaires qui sont passibles de tribunaux. Pourquoi se contentent-ils de nous les signaler comme ça? C'est à lui de porter plainte, normalement. Mais bon, lui, il a annoncé en tout cas qu'il y a des enquêtes qui ont été engagées, donc par l'inspection de finances, par la gendarmerie, et puis par les propres services à l'intérieur. Je veux dire, en tout cas, il y a un audit qui est fait à l'intérieur de l'ANEP, qui a été fait, donc certainement qu'il y aura des révélations plus tard. Mais je vous dis, l'entreprise n'est pas évidente, parce que moi, je considère que tout est lié à l'évolution du système. Nous ne savons pas encore s'ils ont réellement l'intention d'évoluer parce que l'ANEP, c'est un bras quand même qui leur permet un peu de mieux contrôler la presse parce que c'est le bras rentier avec lequel il arrange la presse et puis pour l'avoir dans leur bon grâce, c'est-à-dire pour porter leur discours. On a vu certaines télévisions actuellement, on a vu beaucoup de journaux. Donc c'est pas évident. Moi, je reste un petit peu très prudent pour comment dire conclure à une volonté d'aller à un véritable assainissement. Peut-être probablement ils vont se défaire des journaux parasitaires parce que la situation un peu financière quand même elle est de plus en plus difficile et pesante, donc ils ne peuvent pas encore se payer le luxe d'arroser tout le monde. Mais de là à aller à assister à un changement, j'allais dire, révolutionnaire, il ne faut pas trop y compter. Restez avec nous, Karim Kabir, je reviens à vous. Brahim Younsi, vous l'avez dit tout à l'heure, normalement, il ne s'agit pas de juste porter à la connaissance du public. Ce sont des délits, ce sont des crimes. Karim Kabir nous parle même de journaux qui ont cessé de paraître et qui continuent de recevoir des espaces publicitaires pour lesquels ils sont payés alors qu'ils ne sont plus. Mais c'est proprement scandaleux. Vous venez de le dire, c'est des crimes économiques. Et il y a en principe des lois qui punissent le crime économique. C'est extrêmement grave. Mais si vous me permettez, parce que tout à l'heure vous avez soulevé un sujet, c'est celui des liquidités. Oui. S'il est vrai que M. Lalmas a raison, que le circuit informel a capté un certain nombre de millions ou de milliards de dinars, mais ce n'est que la plus petite partie que l'informel a capté. Vous savez que c'est la Banque centrale, c'est la Banque d'Algérie qui régule ou qui ajuste la masse ou la base monétaire. Quand je parle de base monétaire, ce sont les billets et ce sont les pièces mises en circulation et les billets mis en circulation. Les banques peuvent continuer dans la masse monétaire globale faire des crédits, les banques dites commerciales. Or, là, c'est la Banque d'Algérie qui fait de la rétention et qui retient l'ensemble. Mais comment pouvez-vous le savoir? Peut-être que ce n'est pas le cas. Peut-être que l'ancien ministre la monnaie fiduciaire en circulation
est en train d'être retenu, il y a de la rétention involontaire par ces gens qui sont dans Pas seulement l'informel et involontaire, qui je se vous comptent dis par que- dizaines de milliers. Chacun Oui, garde oui, des petites sommes. La circulation de l'argent se fait quand même à travers les banques et reviennent à la Banque d'Algérie. Pas forcément, il y a les gens qui thésaurisent, qui gardent Non, chez non, non, eux mais dans tout les bas le de monde laine. et tout l'argent. Mohamed Loukal avait fait une déclaration il y a quelques mois avant qu'il parte évidemment, que plus de 50% de la masse monétaire qui avait été injectée dans l'économie, entre guillemets, a été récupérée. Parce que s'il sortait toute la masse monétaire produite par la planche à billets, il y aurait eu une inflation extraordinaire. Et plus il y a de masse monétaire et moins il y a de production de biens, parce qu'on n'a pas produit des biens. Il fallait absolument récupérer l'argent qui a été mis sur le marché. Et c'est ce qui se passe. La Banque d'Algérie a retenu, je ne peux pas donner le nombre, Mohamed Loukal, c'était la planche à billets, on a fabriqué avec la planche à billets, de la planche à billets, 6540 milliards de cet ordre-là de dinars. Mais dans ce cas, s'il retient Brahim Younsi, c'est un trop-plein. Ils sont en train de retenir ce qui a été imprimé en plus de. Or là, en l'occurrence, il n'y a pas de liquidité du tout. Ils retiennent l'argent qui a été injecté. C'est parce qu'ils n'avaient pas suffisamment précisément de liquidité. Ils ont introduit la planche à billets pour avoir des liquidités. Mais cet argent, pour ne pas créer une trop grande inflation, il est logique que là. Ce n'est pas un complot alors. Ce n'est pas un complot. C'est tel que, oui, on peut nommer ça comme ça. C'est la Banque d'Algérie qui gère le volume des liquidités. Le volume était trop grand, cela pouvait créer une inflation au moins à deux chiffres. Oui, mais Brahim Younsi, le volume mis à part, concernant le flux, la circulation. Le secteur informel ne pouvait pas absorber. Non, mais concernant la circulation, Brahim Younsi, le flux de l'argent. Il y a réellement de la rétention dans l'informel, parce que ce sont des gens qui ne déposent pas leur argent à la banque. Je ne peux pas faire le calcul, et je crois que M. Lalmas non plus, et personne ne peut faire le calcul. Mais il est clair que quand le ministre des Finances d'il y a quelques mois, Mohamed Loukal, dit que plus de 50% de la masse monétaire ou de la base monétaire, c'est-à-dire les billets, qui ont été injectés dans l'économie ou supposés injectés dans l'économie ont été récupérés. Le reste circule encore dans les banques, mais une partie de ce qui restait a été, bien entendu, captée par le secteur informel. Ça, très bien. Très bien. Alors, pour ce qui est donc de ces histoires, de ces délits, de ces crimes économiques, on se serait attendu, à partir du moment où qu'ils annoncent même certains noms, comme celui de Rabah Majer, du fils de Gaït Salah, et d'autres qui seraient des ministres, des fils de ministres, des fils de généraux. Pourquoi en rester là? Il est vrai que le directeur de l'ANEP a annoncé que des enquêtes, que l'inspection des finances enquêtait et que la gendarmerie nationale a été saisie pour enquêter sur ces crimes ou ces délits ou ces méfaits, en tout cas, et que ces gens-là pouvaient. Mais est-ce que réellement l'inspection des finances et la gendarmerie ont été vraiment saisies? Ce n'est pas un effet d'annonce. Il l'a déclaré en tout cas. Il l'a déclaré. Oui. Mais tout à l'heure, nous disions, et je le disais comme vous, qu'il y aurait une espèce de, c'est pas une espèce, mais une lutte des clans à partir du moment où certains auteurs de ces méfaits ont été nommés, comme le footballeur Majer, comme le fils ou les fils de l'ancien chef d'état-major, le général Gaït Salah, etc., et d'autres noms qui sont sortis. C'est aussi d'une autre manière ou d'une autre façon faire du chantage à ceux qui ont peur, qui ont aussi de la paille dans le ventre et qui ont peur de l'incendie qui est en train de s'allumer. Et c'est de leur dire, vous restez tranquilles, vous soutenez le système, le pouvoir, sinon nous allons chercher
chez vous aussi, les poux que vous avez sur la tête. Je crois que tout le monde a des comptes à rendre. Tous les journaux qui ont été créés et qui ont marché avec le système singulièrement depuis l'arrivée d'Abdelaziz Bouteflika à la tête de l'État, du pays. Beaucoup ont marché dans la combi, dans le système, et qui ont vécu, et beaucoup, sinon tous, n'ont vécu qu'avec la rente publicitaire. Et nous savons que même les journaux dont vous avez cité les noms, comme Al-Watan, le nombre de lecteurs, le nombre de journaux vendus sur le marché était infiniment mince, si j'ose dire. Cela ne pouvait pas nourrir une rédaction aussi pléthorique qui était celle du journal Al-Watan ou d'autres journaux qui n'avaient pas de ressources entre guillemets privées. Très bien. Brahim Younsi, restez avec nous. Karim Kebir, vous aviez dit tout à l'heure que cela ne voulait pas dire, enfin ces révélations ne voulaient pas dire que ça pourrait mener à une évolution du système, à mieux contrôler, que c'était plutôt pour mieux contrôler la presse, ce que vient de dire Brahim Younsi d'ailleurs, que tout ceci peut-être n'est destiné qu'à envoyer des signaux très forts à des gens qui pourraient être tentés par un peu plus de liberté d'expression. Comment faire Karim Kebir, vous qui êtes journaliste, comment faire pour que la profession ne reste pas aussi passive, qu'elle assiste comme ça à tout ce qui la concerne sans bouger une oreille, j'allais dire. Comment faire pour que la corporation bouge, corporation qui est prise en otage entre des macros, des patrons qui sont des maquignons de la presse, et un régime qui veut les utiliser malgré eux, et aussi des collègues, il faut le dire, des confrères qui n'ont rien de journalistes. Comment faire? Écoutez, Jamal, le problème de la presse, puisque là vous évoquez un peu le problème de la presse, je crois que le problème la crise dans laquelle le droit est terrible. Mais encore une fois, le type de répondation de la presse, bon, effectivement, on dépend dans une large mesure des acteurs qui l'en font, c'est-à-dire des journalistes nouvelles, mais malheureusement, nous sommes incapables aujourd'hui, en tout cas, même s'il y a quelques volontés ça et là, un peu perverses, mais nous sommes incapables de peser sur le cours des événements. On a vu, vous avez vu le cas le plus frappant, c'est Khalid Benzavi. On n'est même pas capable d'organiser un truc de solidarité pour lui. Tout le monde sautait, mis à part l'expression sur les réseaux sociaux du soutien, mais concrètement, nous ne faisons rien pour essayer d'exprimer de façon concrète cette solidarité. Donc, je crois qu'encore une fois, nous ne pouvons pas considérer la presse comme étant une île isolée. C'est un peu, elle est le reflet, si vous voulez, de la situation générale du pays, de la crise politique du pays. Donc l'évolution de la presse dépend intimement du changement du système, c'est-à-dire du changement des pratiques, de la légitimité des institutions, parce que continuer comme elle le fait aujourd'hui, elle n'a ni les moyens, ni les pouvoirs, ni pour s'organiser, ni pour avoir sa liberté, ni pour être autonome. Parce que le cas, par exemple, de l'ONEC, je crois dans un pays qui ne doit pas exister, c'est-à-dire il faut donner le monopole. Logiquement, les annonceurs devront s'appuyer exclusivement sur les médias qui sont visibles, qui sont lus, qui sont vus, qui sont regardés, qui sont suivis, c'est-à-dire cette pub. L'annonceur est libre de choisir le support qu'il veut, et c'est au lecteur même en fait de définir, si vous voulez, le choix des médias qui doivent exister, qui doivent trancher en fonction de la qualité du travail qu'ils proposent aux lecteurs et aux téléspectateurs. Malheureusement, nous ne sommes pas dans cette situation. Nous sommes donc toujours, d'une façon ou d'une autre, dans
enfin, si je peux me permettre d'appeler ça diplomatique, puisqu'il n'en est pas un. Mais en tout cas, parce qu'il n'y a pas uniquement que le problème de la publicité, il y a aussi le problème des imprimeries. La majorité des journaux dépendent des imprimeries étatiques. Donc, d'une certaine façon, il y a toujours cette prééminence de pouvoir politique sur les médias. Il y a aussi, même les annonceurs privés, vous savez, je ne l'apprends pas, qu'il y a des annonceurs privés qui reçoivent des pressions pour ne pas publier des annonces dans certains journaux, parce qu'ils souffrent de quoi on les menace de redressement fiscal. Donc, le sujet, la question très profonde, elle est liée, à mon avis, à ce que le Hirak exprime, c'est-à-dire sans un changement de tout le système, ses pratiques, aller à une véritable démocratie, aller à des institutions légitimes, nous ne pouvons pas avoir une presse digne de son nom, une presse qui va défendre des valeurs, une presse qui va obéir exclusivement aux règles du marché, c'est-à-dire que ne restera sur la scène que exclusivement les gens, plutôt les médias que les lecteurs, parce qu'ils Merci Karim Kabir. Excusez-moi de vous interrompre, on vous entend très très mal. Pardon de vous interrompre. Brahim Younsi, le mot de la fin en moins de 2 minutes, s'il vous plaît. Je disais tout à l'heure, et ce que disait Thomas Jefferson, la sécurité d'un pays tient à une presse libre. Et la presse algérienne n'a jamais été libre. Et la preuve en est. Et non seulement elle n'était pas libre, mais elle a toujours été soudoyée, corrompue. Comment voudriez-vous qu'une presse corrompue, telle qu'elle est, telle qu'elle a été, peut produire de la vérité, peut produire de l'honnêteté intellectuelle, peut produire un changement ou une nouvelle Algérie? Je crois que c'est l'ensemble du système, la presse y compris. La presse, une presse que vous connaissez, que je connais, qui doit... Je rappelle que vous êtes un ancien journaliste, vous aussi. Tout à fait, tout à fait. Cette corporation, hélas, a fonctionné et continue de fonctionner avec un système qui, lui, continue d'opprimer, qui continue de corrompre. Et la corruption a gangréné notre pays. Quand on voit, comme vous le disiez tout à l'heure, des hommes dont je ne vais pas citer le nom, mais ils ont été cités par le président PDG de l'ANEP, qui n'ont pas besoin, en principe qui ne devraient pas avoir besoin de succomber à la corruption, de se salir avec la corruption pour gagner de l'argent. Et ça, c'est terrible dans un pays comme l'Algérie. Brahim Younsi, merci beaucoup. Smaïl Lalmas, merci beaucoup. Omar Ait Mokhtar, merci beaucoup. Karim Kabir, merci beaucoup. Restez avec nous. Nous allons vous passer encore une fois Monsieur Tebboune, toujours dans ses œuvres. Et avant ça, permettez-moi de vous remercier d'avoir suivi cette émission. بقاو على خير بسلامة. عندنا 162 يومية. ما نهضرش على المجلات كلها فيها 5 يوميات تاع الدولة، كل شيء خواص. فعلا. ما نهضرش على المجلات. النصف الشهرية والشهرية كلها تكتب وتنشر. تطبع عليهم الدولة وما يخلصوش الطبع. ما يخلصوش لو في لا بي اس، ما يخلصوش ضرائب، ونزيدوا نعطيهم الاشهار والورق اللي يطبع به الجريده مدعم من الدوله. هذه كلها كانت وسائل تجاريه اللي ممكن تغلق بها تجاريا. ما غلقناش باسكو 3 ولا 4 متر اصبحت حريه التعبير. كاين دول اللي عندها 5 جرايد عمرهم ولا تكلموا عليهم وما يتكلموش عليهم لان راهم في نفس الرواق.